La vieille porte en chêne semblait plus lourde que jamais lorsque Claire la poussa. Léo, son petit garçon d'accent grave peine quelques semaines, dormait paisiblement contre sa poitrine, ignorant la boule d'angoisse qui nouait l'estomac de sa mère. L'air dans la maison de ses parents était étrangement immobile, presque stagnant. Sa mère apparut dans l'entrée, un sourire crispé plaqué sur le visage, ses yeux fuyant le regard de Claire. Son père se tenait derrière elle, les bras croisés, le visage fermé. Pas d'étreinte chaleureuse, pas de questions sur le bébé, juste cette tension palpable, ce silence qui criait plus fort que des mots. Claire, entre vite, murmura sa mère, jetant un coup d'œil nerveux vers la fenêtre du salon, comme si elle craignait d'être vue. Claire fit quelques pas à l'intérieur, serrant Léo un peu plus fort. L'épuisement des dernières semaines nuit sans sommeil, solitude écrasante pesait sur ses épaules, mais l'espoir ténu d'un peu de réconfort familial l'avait poussé à venir. Cet espoir s'évaporait maintenant face à l'accueil glacial. « Ça va ? Vous avez l'air préoccupé » tenta-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Tout va bien, répondit son père d'un ton sec qui signifiait le contraire. Il tapotait nerveusement du pied sur le parquet. « C'est juste, une journée chargée. » Le bruit d'une voiture se garant devant la maison brisa le silence tendu. Le visage de sa mère s'éclaira d'un soulagement presque exagéré. « Ah, voilà Sophie. » Quelques instants plus tard, sa sœur entra, rayonnante, un couffin immaculé dans les bras. Le bébé de Sophie, une petite fille emmitouflée dans du rose pâle, semblait tout droit sorti d'un magazine. Les parents se précipitèrent vers elle, leur attitude changeant du tout au tout. Les sourires devinrent larges et sincères, les exclamations admiratives fusèrent. « Oh, ma chérie, comme elle est parfaite !» s'extasia sa mère, caressant la joue potelée du nouveau-né de Sophie. « Une vraie poupée, notre petite princesse !» renchérit son père, les yeux brillants. Claire resta en retrait, Léo toujours endormi contre elle. La comparaison était implicite, brutale. Son propre bébé, né dans des circonstances moins idéales à leurs yeux, fruit d'une relation qu'ils désapprouvaient, semblait invisible à côté de cette perfection. La douleur de ce rejet silencieux la transperça, mais ce fut la suite qui la glaça. Sa mère se tourna vers elle, le sourire disparut, remplacé par une dureté nouvelle. « Claire, écoute. Les choses ont changé. Sophie et la petite vont s'installer ici quelque temps. Il n'y a pas assez de place. » « Quoi ?» Le mot s'échappa des lèvres de Claire, étranglée. « Ce que ta mère veut dire, » intervint son père, le regard dur, « c'est que tu dois partir. Maintenant. Laisse ta place à notre fille en or, à celle qui fait les choses bien. » Le choc la laissa sans voix. Ce n'était pas seulement le favoritisme habituel, c'était autre chose. Une expulsion. Une urgence dans leur ton. « Pars d'ici, Claire », insista sa mère, la voix basse, presque sifflante. « C'est mieux pour tout le monde. Vraiment. Ne rends pas les choses plus difficiles. » « Mieux pour qui ?» pensa Claire, abasourdie. Elle regarda sa sœur, Sophie, qui détourna rapidement le regard, un éclair de gêne ou était-ce autre chose? Traversant son visage avant qu'il ne redevienne lisse. Incapable de répondre, sentant les larmes lui monter aux yeux mais refusant de leur donner cette satisfaction, Claire se retourna lentement. Chaque pas vers la porte était une torture. Alors qu'elle tournait la poignée, elle entendit son père murmurer à sa mère, si bas qu'elle crut d'abord avoir rêvé, il fallait le faire avant que. Avant que quoi? La porte se referma derrière elle avec un claquement sec, la laissant sur le trottoir froid, Léo blotti contre son cœur battant la chamade. Le vent d'automne mordait ses joues. Elle fit quelques pas sans but, le brouillard de l'incrédulité commençant à peine à se dissiper pour laisser place à une angoisse profonde et inconnue. Alors qu'elle s'engageait au coin de la rue, elle eut la nette impression qu'une voiture sombre, garée un peu plus loin, démarrait lentement, ses phares éteints. Un frisson glacé parcourut son échine, totalement indépendant du froid. Était-ce juste son imagination torturée par le choc et la fatigue? Ou cette sensation d'être observée, cette urgence suspecte de ses parents, et cette phrase inachevée, étaient-ils les pièces d'un puzzle bien plus sombre que le simple rejet familial? Seule dans la rue qui s'assombrissait, avec son bébé comme unique trésor, Claire sentit pour la première fois une peur viscérale s'ajouter à son immense chagrin. Elle n'avait nulle part où aller,
et l'ombre d'une menace inconnue semblait s'étendre devant elle. Les néons blafards du foyer d'urgence clignotaient, projetant une lumière crue sur les murs jaunis et les lits superposés en métal. Une odeur âcre de désinfectant et de désespoir flottait dans l'air. Claire tenait Léo serré contre elle, son petit corps chaud contrastant avec le froid qui semblait s'être infiltré jusque dans ses os depuis qu'elle avait franchi cette porte, 3 jours plus tôt. Chaque tour rauque d'un voisin de dortoir, chaque cri dans le couloir, chaque ombre qui bougeait la faisait sursauter. La sensation d'être observée, née dans la rue en quittant ses parents, ne la quittait plus. Était-ce la fatigue, le traumatisme? Ou cette voiture sombre l'avait-elle réellement suivie? Les journées s'étiraient en une succession épuisante de routines précaires. Faire la queue pour un petit déjeuner frugal, trouver un coin tranquille pour allaiter Léo à l'abri des regards trop curieux ou trop vides, marcher pendant des heures dans la ville pour échapper à l'atmosphère suffocante du foyer, Léo bien emmitouflé dans l'écharpe de portage, son unique rempart contre le monde hostile. Parfois, au détour d'une rue bondée, elle croyait reconnaître une silhouette, sentir un regard insistant dans son dos. Elle accélérait le pas, le cœur battant, se reprochant aussitôt sa paranoïa. Pourtant, le doute persistait, lancinant. Pourquoi cette urgence à la chasser? Pourquoi cette phrase inachevée, avant que... Un après-midi glacial, cherchant refuge contre une averse soudaine, elle se glissa dans la chaleur relative de la bibliothèque municipale. Léo dormait enfin. Claire s'installa à une table isolée, savourant le silence feutré, si différent du brouhaha constant du foyer. Elle ferma les yeux un instant, l'épuisement menaçant de l'emporter. C'est alors qu'une voix douce la tira de sa torpeur. « Excusez-moi, vous avez l'air d'avoir besoin de ça. » Elle ouvrit les yeux sur un homme d'une trentaine d'années, lui tendant un gobelet en carton fumant. Il avait des yeux bruns et doux, un sourire simple, des vêtements propres mais usés. Il n'avait rien d'un prince charmant ni d'une menace évidente. Juste un visage aimable. « Oh, non, merci, je... » balbutia Claire, méfiante. « Insiste pas, c'est juste un café. Vous pouvez le laisser si vous n'en voulez pas. Je m'appelle Marc. Je travaille comme bénévole au centre communautaire d'Aix-en-Grave-Côté, je passe souvent ici. » Il désigna un badge discret accroché à sa veste. « Vous avez un magnifique bébé. » Son regard sur Léo était chaleureux, sans jugement. Claire se détendit imperceptiblement. « Merci. C'est gentil. Je suis Claire. » Marc lui sourit et s'éloigna vers les rayons, la laissant avec le café et une étrange impression. Sa gentillesse était une bouffée d'air frais, mais une petite voix méfiante murmurait dans sa tête. Était-il vraiment juste de passage? Ces questions semblaient innocentes, mais ne cherchait-il pas subtilement à en savoir plus? Elle chassa cette pensée, se traitant d'ingrate. Plus tard, alors qu'elle berçait Léo près d'une fenêtre donnant sur la rue animée, un souvenir la frappa. Une scène, vieille de quelques mois, ses parents, dans la cuisine, parlant à voix basse. Sa mère, pâle, « Mais comment va-t-on faire? Gaston ne nous aidera jamais. » Son père, agité, « Il faut trouver une solution, ces difficultés, avant qu'il ne la prenne. » L'oncle Gaston. Le grand-oncle riche et excentrique dont on parlait peu. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention. Maintenant, ces mots résonnaient étrangement avec l'urgence de son expulsion. Quelle difficulté? Qu'est-ce que l'oncle Gaston ne devait pas apprendre? Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel d'orange et de gris. Il était temps de retourner au foyer avant la fermeture des portes. Claire ajusta l'écharpe de Léo, rassembla ses maigres affaires dans le vieux sac à langer, le seul contenant les quelques papiers importants qu'elle possédait, l'acte de naissance de Léo, sa propre carte d'identité. Elle marchait vite, la tête baissée contre le vent qui se levait. Dans une ruelle plus sombre, à quelques mètres de l'entrée du foyer, un homme surgit d'une embrasure de porte. Tout alla très vite. Une main rugueuse agrippa la lanière du sac. « Donne ça !» grogna l'homme, le visage masqué par l'ombre d'une capuche. Claire hurla, serrant Léo instinctivement d'une main et retenant le sac de l'autre. Elle trébucha, manquant de tomber. La lanière lui cisaillait l'épaule. L'homme tira plus fort. Était-ce juste un vol à l'arraché banal et désespéré? Ou savait-il ce qu'il y avait à l'intérieur? La pensée la terrifia.
Soudain, une autre voix retentit, et « Laissez-la tranquille !» L'agresseur, surpris, lâcha prise et détala dans l'obscurité. Claire, tremblante, se retrouva face à Marc. Il arrivait du coin de la rue, l'air essoufflé et inquiet. « Ça va? Il ne vous a rien fait? » Et le petit, demanda-t-il, s'approchant prudemment. « Non, non, on va bien. Merci. »« Vous étiez là ?» bégaya Claire, le cœur tambourinant. « Je sortais du centre. J'ai entendu crier. Quelle chance que je sois passée. Ces rues ne sont pas sur la nuit. » Son regard semblait sincèrement préoccupé. Claire hocha la tête, incapable de parler. La gentillesse de Marc, sa présence providentielle, tout cela la troublait profondément. Coïncidence? Ou était-il plus qu'un simple bénévole? Le doute, plus fort que jamais, se mêlait à sa gratitude. En regagnant la triste sécurité du foyer, elle serra son sac contre elle. Ce n'était plus juste de la paranoïa. Quelqu'un avait essayé de lui prendre la seule chose qui prouvait son identité et celle de son fils. La question n'était plus seulement pourquoi ses parents l'avaient rejeté, mais qui d'autre pouvait bien lui en vouloir, et jusqu'où était-il prêt à aller? L'ombre menaçante semblait se resserrer autour d'elle et de son enfant innocent. Le lendemain de l'agression, Claire se sentait plus vulnérable que jamais. Chaque ombre dans le couloir du foyer lui semblait une menace, chaque visage inconnu, un danger potentiel. Marc avait été d'un grand soutien la veille, l'aidant à calmer ses nerfs, mais sa présence opportune continuait de semer le trouble dans son esprit. Était-il une coïncidence ou une pièce du puzzle qu'elle ne parvenait pas à assembler? Elle avait besoin de partir d'ici, de mettre Léo en sécurité, mais comment? Ses maigres économies avaient fondu. C'est dans ce désarroi qu'une lettre officielle, au papier épais et portant l'entête d'une étude de notaire, lui parvint via l'adresse du centre communautaire que Marc, justement, l'avait aidé à établir pour recevoir du courrier important. Son cœur s'emballa. Une amende? Une convocation? Elle l'ouvrit avec des doigts tremblants, Léo dormant dans un coin du petit bureau mis à disposition des résidents. Les mots semblaient danser devant ses yeux. Maître Dubois, notaire, succession de Monsieur Gaston Dubois, votre grand-oncle, légataire universel. Et puis, le chiffre. Un chiffre si énorme qu'elle dut le relire 3 fois pour y croire. 2 millions d'euros. 2 millions? Elle? La jeune femme rejetée, sans le sou, réduite à vivre dans un foyer d'urgence? Un rire nerveux, presque hystérique, lui échappa, aussitôt étouffé pour ne pas réveiller Léo. C'était impossible. Une erreur. Une blague cruelle. Pourtant, le cachet officiel, le ton formel, tout semblait authentique. Puis, ses yeux accrochèrent une phrase vers la fin de la lettre, après le vertige du montant, votre grand-oncle, homme de principe, a toutefois émis certaines volontés particulières quant à la gestion de ce legs. Ces conditions vous seront exposées en détail lors d'un entretien à notre étude. Un frisson désagréable parcourut Claire. L'oncle Gaston. Celui dont ses parents parlaient à voix basse avec un mélange de convoitise et d'appréhension. Celui qu'il ne devait surtout pas contrarier, d'après les bribes de conversations entendues. Quelles conditions un homme riche et excentrique pouvait-il bien imposer depuis sa tombe? L'euphorie retomba aussitôt, remplacée par une méfiance instinctive. Cet argent n'était peut-être pas la bouée de sauvetage espérée, mais un nouveau piège, plus doré et plus complexe. Elle utilisa le téléphone public de la bibliothèque pour appeler l'étude. La voix du notaire, maître Dubois, était professionnelle mais réservée. Oui, l'héritage était bien réel. Non, il ne pouvait pas discuter des conditions par téléphone. Il lui suggéra de trouver un logement stable avant leur rendez-vous et lui proposa de débloquer une avance, pour ses besoins immédiats. Claire accepta, le cœur battant. C'était sa sortie. En moins de 48 heures, grâce à cette avance, elle quitta le foyer. Elle trouva un petit 2 pièces meublé, simple mais propre, dans un quartier anonyme à l'autre bout de la ville. Pas de luxe, juste la sécurité de pouvoir fermer une porte à clé derrière elle, de pouvoir donner un bain chaud à Léo dans une vraie baignoire, de manger autre chose que la nourriture insipide des soupes populaires. Elle acheta des vêtements neufs pour Léo, quelques provisions, le strict nécessaire.
Pour la première fois depuis des semaines, elle respira un peu plus librement. La nuit, elle pouvait enfin dormir sans sursauter au moindre bruit, Léo en sécurité dans un petit lit à côté du sien. Mais la tranquillité fut de courte durée. Moins d'une semaine après son installation discrète, alors qu'elle n'avait donné sa nouvelle adresse à absolument personne, pas même à Marc, malgré son insistance amicale pour savoir si elle allait bien, son téléphone prépayé sonna. Un numéro qu'elle ne reconnut pas, mais qu'elle identifia aussitôt quand la voix de sa mère résonna à l'autre bout du fil, mielleuse à souhait. « Claire ? Ma chérie, c'est maman. Oh, je suis si soulagée de t'entendre. On a appris la nouvelle. Pour l'oncle Gaston. Quelle chance incroyable. 2 millions, tu te rends compte ? On est tellement heureux pour toi. » Le sang de Claire se glaça. Comment ? Comment le savait-il si vite ? Le notaire ? Impossible qu'il ait donné ses coordonnées. Une fuite ? Où l'avait-il activement cherché ? L'angoisse la reprit à la gorge. Comment vous savez ? Réussit-elle à articuler. Oh, tu sais comment sont les nouvelles, elles voyagent vite, éluda sa mère avec une légèreté forcée. L'important, c'est que tu ailles bien. Et le petit Léo ? Il doit être magnifique. Tu sais, tes racines sont importantes, Claire. Une famille, c'est précieux. Maintenant que tu as les moyens, ce serait dommage que quelque chose arrive, n'est-ce pas ? Qu'il grandisse sans connaître ses grands-parents, sa tante. Surtout avec tous les dangers qu'il y a dehors pour une jeune mère seule. Chaque mot était calculé, chaque syllabe enrobée de faux sucre cachait une menace à peine voilée. Ce serait dommage que quelque chose arrive. La référence au danger, après l'agression qu'elle avait subie. Claire sentit la nausée monter. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il voulait revenir dans sa vie, la contrôler, utiliser Léo comme levier. Je dois y aller, coupa Claire, la voix blanche. Pense à ce que je t'ai dit, ma chérie. On est ta famille. On veut juste ton bien. Et celui de Léo. Puis elle raccrocha, laissant Claire tremblante, le téléphone glissant de ses doigts moites. Elle se laissa tomber sur une chaise, le regard perdu dans le vide. L'appartement, qui lui avait semblé un havre de paix quelques minutes plus tôt, ressemblait maintenant à une cage dorée. L'argent était là, oui. Mais avec lui, les ombres de son passé revenaient, plus menaçantes que jamais. Les conditions mystérieuses de l'oncle Gaston d'un côté, la cupidité et la manipulation de sa famille de l'autre. Et toujours cette question lancinante, qui avait tenté de lui voler son sac ? Qui avait intérêt à ce que ses parents sachent pour l'héritage ? Était-ce lié ? L'héritage n'était pas une fin, c'était un commencement. Le début d'une bataille dont elle ne mesurait pas encore toute la dangerosité. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis l'appel glaçant de sa mère. Claire s'efforçait de construire une routine, un semblant de normalité pour Léo et pour elle-même. L'argent, bien qu'elle n'y touchât qu'avec une extrême prudence, lui offrait une sécurité matérielle inédite. Elle avait trouvé une excellente crèche pour Léo, un lieu chaleureux et sécurisé où il semblait s'épanouir loin des tensions qu'il devait ressentir chez sa mère. Verser le premier chèque de caution avait été un acte étrangement puissant, le premier signe tangible qu'elle reprenait le contrôle de sa vie, euro après euro. Pendant que Léo était à la crèche, Claire passait des heures devant l'écran de son ordinateur portable bon marché. Non pas à flamber sur des sites de luxe, mais à rechercher des cours en ligne, à explorer des pistes pour une formation qui lui permettrait, un jour, de ne plus dépendre de l'héritage de cet oncle Gaston au passé de plus en plus trouble. Ses recherches sur lui n'avaient révélé que des bribes, des articles sur ses succès en affaires teintés de rumeurs de transactions impitoyables, une nécrologie sobre mentionnant sa générosité discrète, une ironie qui fit grimacer Claire et aucune mention de relations familiales proches, à part un lien distant avec la branche de ses grands-parents. Quant aux fameuses conditions de l'héritage, Maître Dubois restait évasif, repoussant leur rendez-vous sous divers prétextes, ce qui ne faisait qu'accroître le malaise de Claire. Que cachait cet argent ? Elle avait fini par recontacter Marc. La solitude lui pesait, et malgré ses doutes persistants, il était le seul visage vaguement amical dans son désert relationnel. Ils se retrouvèrent dans un petit café anonyme, à mi-chemin entre son appartement et le centre communautaire où il travaillait toujours. Il semblait sincèrement heureux de la voir,
s'enquit de Léo avec chaleur, lui offrit des conseils pratiques sur les aides auxquelles elle pouvait encore prétendre malgré l'héritage. Il était prévenant, respectueux, presque trop parfait. Le doute revint la mordre quand son téléphone à lui vibra sur la table. Marc jeta un coup d'œil rapide à l'écran, et une ombre d'agacement, presque de panique, traversa son visage avant qu'il ne rejette l'appel d'un geste vif. « Désolé », murmura-t-il en fourrant le téléphone dans sa poche. « Juste le travail, des trucs urgents. » Son explication sonnait faux. Qui appelait avec une telle urgence un simple bénévole? Claire sentit son estomac se nouer, mais elle ne dit rien, se contentant d'observer plus attentivement ses gestes, ses regards. L'incident, bien que mineur, avait ravivé sa méfiance. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Les tentatives de sa famille pour la retrouver s'intensifièrent sournoisement. Un jour, en allant chercher Léo à la crèche, elle tomba nez à nez avec Sophie qui sortait d'une boutique juste en face. Sa sœur afficha une surprise exagérée. « Claire! Quelle coïncidence incroyable! Comment vas-tu? Et le petit? Tu habites dans le quartier maintenant? » Son ton était léger, mais ses yeux la sondaient avec une curiosité insistante. Claire resta vague, écourta la conversation et s'éloigna rapidement, le cœur battant. Coïncidence? Ou sa sœur la pistait elle? Quelques jours plus tard, un livreur sonna à sa porte avec un énorme bouquet de fleurs blanches. Pas de nom d'expéditeur, juste une carte. Nous pensons bien à toi et à notre cher petit-fils. Une famille reste une famille. Ne l'oublie pas. Le message, sous ses airs affectueux, était un rappel de leur présence, une intrusion dans son refuge. Elle jeta les fleurs à la poubelle, mais le malaise resta. Comment avait-il trouvé son adresse? Elle commença à remarquer une voiture grise, banale, souvent garée dans sa rue à des heures différentes. Paranoïa, encore? Ou la preuve qu'on l'épiait? Elle fit ajouter un verrou supplémentaire à sa porte. La confirmation que ses craintes n'étaient pas infondées arriva un soir pluvieux. En rentrant, elle trouva une petite enveloppe blanche glissée sous sa porte. Pas de timbre, pas d'adresse. À l'intérieur, une simple feuille de papier pliée, avec quelques mots tapés à la machine. Méfie-toi. L'argent a un prix. Gaston savait. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était plus dans sa tête. Quelqu'un d'autre savait. Savait quoi? Que l'argent était dangereux? Que l'oncle Gaston avait des secrets liés à cet héritage? Et surtout, qui était ce quelqu'un? Un allié qui tentait de l'avertir? Ou une autre menace, jouant avec ses nerfs? Elle resta longtemps immobile dans son entrée, l'enveloppe à la main, le bruit de la pluie contre les vitres se mêlant aux battements affolés de son cœur. Elle était prise au piège. D'un côté, sa famille, manipulatrice et menaçante. De l'autre, les conditions inconnues d'un héritage peut-être empoisonné. Au milieu, Marc, l'allié potentiel aux motivations troubles. Et maintenant, cet avertissement anonyme, cette nouvelle ombre planant sur elle. La reconstruction de sa vie semblait soudain bien fragile face aux forces invisibles qui s'agitaient autour d'elle. Elle serra le papier dans sa main. Elle avait besoin de réponses, et vite. Mais chaque question semblait ouvrir la porte à de nouveaux dangers. La confrontation avec son passé, avec sa famille, devenait inévitable. Et terriblement effrayante. La note anonyme avait été le déclencheur. Claire ne pouvait plus rester passive, à attendre que les ombres autour d'elle décident de frapper. Elle avait besoin de comprendre, de regarder ses parents dans les yeux et d'exiger la vérité, aussi laide soit-elle. Après un échange tendu via l'avocat de ses parents, une nouvelle précaution de leur part, qui en disait long, un rendez-vous fut fixé. Pas chez eux, ni chez elle, mais dans un salon privé d'un restaurant du centre-ville, un lieu faussement neutre, choisi, elle le sentait, pour la mettre mal à l'aise, loin de son territoire. Avant de partir, elle hésita, puis envoya un message à Marc. Juste l'adresse du restaurant et l'heure. Au cas où. Juste pour que quelqu'un sache. Sa réponse fut quasi immédiate. Fais attention, Claire. Appelle-moi si quoi que ce soit ne va pas. Était-ce de l'inquiétude sincère ou une manière de se tenir informée? Elle chassa la question de son esprit. Elle devait se concentrer.
Après avoir déposé Léo chez une voisine de confiance trouvée via la crèche, une femme âgée et discrète, elle se dirigea vers le lieu du rendez-vous, le cœur battant à grands coups contre ses côtes. Ils étaient déjà là, installés autour d'une table dans un coin isolé du salon aux lumières tamisées. Ses parents, affichant une façade de dignité rigide, et Sophie, à côté de sa mère, le regard fuyant, tripotant nerveusement sa serviette. L'air était lourd de non-dit. Claire, enfin, commença sa mère avec un sourire forcé qui n'atteignit pas ses yeux. Nous sommes heureux que tu aies accepté de discuter. Nous nous inquiétons tellement pour toi, seul avec le petit. Coupez court à la comédie, maman, répliqua Claire, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Elle posa son sac sur la chaise vide à côté d'elle. Je ne suis pas venue pour entendre des platitudes. Je veux savoir pourquoi vous m'avez mise à la porte de cette façon. Et je veux savoir pourquoi vous me harcelez depuis que vous savez pour l'héritage. Son père se redressa, le visage dur. Nous t'avons déjà expliqué. Sophie avait besoin de nous. C'était une situation difficile. Difficile? Vous m'avez jeté à la rue avec un nouveau-né. Ce n'est pas difficile, c'est inhumain. Et ça n'explique pas l'urgence, le secret, la panique dans vos yeux ce jour-là. Ni la voiture qui me suivait peut-être. Ni ceci. Claire sortit la note anonyme de son sac et la posa sur la table. Méfie-toi. L'argent a un prix. Gaston savait. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sa mère devint blême. Son père serra les poings. Sophie sembla sur le point de fondre en larmes. Qu'est-ce que Gaston savait, insista Claire, les fixant tour à tour. Quelles sont les difficultés financières dont vous parliez à voix basse il y a des mois? Qu'est-ce qui vous faisait si peur? Ce fut son père qui craqua le premier, sa voix rauque de colère et de désespoir. Tu ne comprends rien. Tu as toujours été dans ton petit monde. Cet argent, l'argent de Gaston, ce n'est pas une chance, c'est notre seule issue. Une issue à quoi? À des dettes, explosa Théil, frappant la table du poing, faisant sursauter Sophie. Des dettes énormes. Un investissement qui a mal tourné. On doit de l'argent, beaucoup d'argent, à des gens qui ne plaisantent pas, Claire. Sa mère sanglota doucement. On a tout essayé. On pensait que l'héritage irait à Sophie, qu'on pourrait gérer. Quand on a su que c'était pour toi, on a paniqué. On t'a cru incapable de faire face. On voulait te protéger, à notre façon tordue, et surtout, s'assurer que l'argent servirait à nous sauver. Protéger? La nausée submergea Claire. Ils l'avaient sacrifiée sur l'autel de leur propre échec, de leur propre lâcheté. Et maintenant, ils voulaient qu'elle paie pour eux. Vous vouliez mon héritage pour rembourser vos dettes de jeu ou vos placements foireux? Demanda Claire, glaciale. Et ces gens, qui sont-ils? Des prêteurs sur gage? Pire. Ne pose pas de questions idiotes, siffla son père. Ce qui compte, c'est que tu dois payer. Maintenant. Ils savent pour l'argent, ils savent qu'on a un lien avec toi. Ils ne nous lâcheront pas. Et si on ne paie pas, ils s'en prendront à nous, et ils te retrouveront aussi. Pense à Léo. La menace était directe, brutale. Utilisez Léo. Encore et toujours. Claire sentit une vague de froid l'envahir, mais aussi une étrange clarté. Elle ne pouvait pas céder. Leur donner l'argent ne ferait que la lier à leur chaos, la rendant vulnérable à ses créanciers dangereux. Non, dit-elle calmement, mais avec une fermeté qui la surprit elle-même. Je ne vous donnerai pas cet argent comme ça. Je ne paierai pas pour vos erreurs. C'est hors de question. Le visage de son père vira au rouge brique. Sa mère la regarda avec des yeux exorbités de terreur. Sophie éclata en sanglots. Tu ne comprends pas, hurla son père, se levant à moitié, une main agrippée au rebord de la table. Tu vas nous tuer. Tu vas tous nous tuer. Claire se leva à son tour, repoussant sa chaise. J'en ai assez entendu. Elle récupéra son sac, les mains légèrement tremblantes mais la tête haute. Trouvez une autre solution. Laissez-moi tranquille. Laissez Léo tranquille. Elle leur tourna le dos et se dirigea vers la sortie du salon privé, puis traversa le restaurant sous quelques regards curieux.
Elle poussa la lourde porte d'entrée et déboucha sur le trottoir humide. La pluie s'était arrêtée, mais l'air restait lourd. Elle prit une grande inspiration, cherchant à calmer le tumulte en elle. C'est alors qu'elle la vit. Garée de l'autre côté de la rue, sous un lampadaire dont la lumière dessinait des reflets sur le pare-brise mouillé. La même voiture grise et banale qu'elle avait remarquée près de chez elle. Le moteur tournait doucement. Impossible de distinguer le conducteur derrière les vitres teintées, mais elle sentit un regard posé sur elle. Intense. Implacable. La menace n'était plus une simple parole de ses parents désespérés. Elle était là, tangible, matérielle, attendant dans l'ombre. Il l'avait trouvée. Et il savait qu'elle avait refusé de payer. Un frisson mortel la parcourut. La confrontation était terminée, mais le vrai danger ne faisait que commencer. La vue de la voiture grise fit l'effet d'un électrochoc. La panique menaça de submerger Claire, mais l'instinct de survie, aiguisé par des semaines d'angoisse, prit le dessus. Pas question de rentrer chez elle. Pas question de héler un taxi sous leurs yeux. D'un pas rapide mais sans courir, elle tourna au premier coin de rue, puis au suivant, s'engageant dans le labyrinthe des rues secondaires qu'elle commençait à connaître. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de Marc, la main tremblante. « Marc ? C'est moi. Ils sont là. » Une voiture grise, elle attendait devant le restaurant. « Reste calme, Claire. Où es-tu exactement ?» Sa voix, posée mais alerte, était un point d'ancrage dans la tempête. Elle lui décrivit sa position. « Bien. Ne retourne surtout pas chez toi. Prends le métro à la prochaine station, direction opposée à ton quartier. Descends 3 arrêts plus loin. Je te rejoins là-bas. Et éteins ton téléphone dès que tu raccroches. » Suivant ses instructions, Claire se sentit un peu moins seule. Dans la rame de métro bondée, elle se fondit dans la masse anonyme, le cœur battant la chamade. Elle ne pouvait plus gérer ça seule. Elle avait besoin d'aide. Pas seulement celle de Marc, mais une aide professionnelle. Quand elle retrouva Marc sur le quai convenu, son soulagement fut immense. Il la conduisit rapidement à sa voiture, garée à proximité. « J'ai appelé Maître Dubois, le notaire, » expliqua-t-il en démarrant. « Je lui ai brièvement exposé la situation, l'urgence. Il a compris. Il veut vous voir dès demain matin. Il a aussi mentionné que les conditions de votre oncle pourraient être liées à ce genre de complications familiales. » Gaston Dubois n'était peut-être pas si excentrique, finalement. Juste prudent. Claire le regarda, la question brûlant sur ses lèvres. « Marc, pourquoi tu m'aides comme ça ? L'appel que tu as reçu l'autre jour au café. » Il soupira, ses yeux rencontrant les siens dans le rétroviseur. « Mon travail au centre. Je suis spécialisée dans l'aide aux victimes de pression financière et de harcèlement familial. Ça demande beaucoup de discrétion. L'appel que tu as vu, c'était une autre situation délicate. Quand je t'ai rencontré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas, au-delà de la précarité. J'ai essayé de t'aider sans être intrusif, mais j'ai aussi gardé mes distances, par professionnalisme et parce que je ne savais pas tout. J'espérais que tu me ferais confiance en temps voulu. Je suis désolée si mon attitude a pu te faire douter. » Son explication était simple, logique. Elle cadrait avec sa gentillesse, sa prudence. Le dernier lambeau de doute de Claire s'envola. Elle n'était plus seule. Le lendemain, dans le bureau cossu de Maître Dubois, la stratégie se mit en place. Le notaire, désormais pleinement conscient du danger, se montra d'une efficacité redoutable. Les fameuses « conditions » de l'oncle Gaston étaient, en effet, une forme de protection, une partie substantielle de l'héritage était bloquée sur un compte spécial, accessible uniquement avec l'accord explicite du notaire pour des raisons de sécurité majeure éprouvées de la légataire, ou pour régler des dettes antérieures à la succession ayant un impact direct et dangereux sur elle. Gaston avait suspecté les dérives de ses parents. Le plan fut audacieux, Maître Dubois, utilisant des contacts discrets, identifia les créanciers dangereux, confirmés par une Sophie terrifiée qui, contactée par l'avocat, avoua tout dans l'espoir d'une clémence. Il négocia ensuite directement avec eux, proposant le remboursement intégral et immédiat de la dette originelle des parents, via un transfert anonyme depuis le compte spécial de l'héritage,
en échange d'un accord écrit et contraignant garantissant la sécurité absolue et définitive de Claire et de son fils. Toute tentative de contact futur entraînerait des poursuites judiciaires et une dénonciation aux autorités pour extorsion. Parallèlement, il déposa une demande d'ordonnance restrictive extrêmement sévère contre les parents et Sophie, documents à l'appui, témoignages de Claire, l'agression du sac, la note, les menaces directes. Les jours qui suivirent furent d'une tension extrême. Claire et Léo restèrent cachés, Marc assurant le lien avec l'extérieur. Y aurait-il des représailles avant que l'accord ne soit conclu? Finalement, la nouvelle tomba, les créanciers, pragmatiques et sans doute intimidés par l'intervention légale, acceptèrent l'accord. L'argent fut transféré. L'ordonnance restrictive fut accordée. D'un coup, la menace directe s'évapora. Ses parents et sa sœur étaient légalement hors de sa vie. Un an plus tard. Le soleil de fin d'après-midi dorait la plage. Léo, devenu un petit garçon rieur et assuré, courait vers les vagues sous le regard attentif de Marc, avant de revenir se blottir dans les bras de Claire, assise sur une couverture. Il n'habitait plus la ville, mais une petite maison simple près de la mer, un lieu choisi pour sa lumière et sa tranquillité. Claire sourit en regardant ces deux hommes. La peur n'était plus qu'un lointain souvenir, une cicatrice invisible sous la sérénité retrouvée. L'héritage, amputé de la somme versée aux créanciers, restait conséquent, mais elle avait appris à le voir différemment. Ce n'était pas une richesse tombée du ciel, mais un outil. L'outil qui lui avait permis de briser les chaînes toxiques de sa famille, d'acheter sa sécurité, et de reconstruire sa vie sur ses propres termes. Elle sortit une tablette de son sac. Sur l'écran, le site web de la Fondation Nouveau Départ, qu'elle avait créé quelques mois plus tôt. Sa mission, offrir une aide concrète juridique, financière d'urgence, soutien psychologique, aide à la relocation aux mères et aux enfants fuyant des situations familiales toxiques ou dangereuses liées à des pressions financières. Un email venait d'arriver, la première famille aidée par la Fondation était désormais en sécurité et commençait une nouvelle vie. Une bouffée d'émotions pures, de fierté et de gratitude, submergea Claire. Transformer sa propre douleur en espoir pour d'autres donnait enfin un sens profond à tout ce qu'elle avait traversé. Marc revint s'asseoir près d'elle, passant un bras autour de ses épaules. « Tout va bien ?» « Plus que bien », répondit Claire, posant sa tête contre son épaule. Elle regarda Léo, qui dessinait joyeusement dans le sable avec un coquillage. Les ombres du passé s'étaient dissipées, non par magie, mais par courage, stratégie et la force trouvée dans la confiance et l'amour partagé. L'héritage de l'oncle Gaston n'avait pas seulement été financier, il avait été le catalyseur involontaire de sa libération et de sa renaissance. Ici, face à l'immensité tranquille de l'océan, avec son fils rieur et l'homme qu'elle aimait, Claire savait qu'elle avait trouvé son véritable trésor, une paix durement gagnée, une famille choisie, et un avenir lumineux à écrire, libre et plein de promesses. La fracture était refermée, laissant place à une vie entière, enfin la sienne.